Bonjour et bienvenue à tous, je m'appelle Stéphane Gabard et je suis ravi de vous présenter ce premier meeting aérien digital by Bleu Ciel Air Show. Premier meeting aérien digital en France avec notamment les participations exceptionnelles de Louis Vanel, le champion du monde de voltige 2019, de Nicolas Ivanov, le pilote Hamilton, de Franck Soubran et de Eddy Dussault, sans oublier bien sûr l'aviation légère de l'armée de terre ainsi que les ambassadeurs de l'armée de l'air. Remercions l'armée de l'air, l'aviation légère de l'armée de terre et la Fédération française aéronautique sans qui ce meeting unique n'aurait pu avoir lieu. Et bien évidemment, merci à Bleu Ciel Air Show et à la société Pixel Commando pour la réalisation technique de cet événement. Durant ce meeting digital, vous verrez des démonstrations aériennes d'aéronefs civils, de ceux de l'armée de l'air ainsi que de l'aviation légère de l'armée de terre. Alors pour commenter avec moi ce premier meeting aérien digital, je serai accompagné de l'immense Kevin pour la partie civile et de Marie pour la partie militaire. Bonjour à tous, bonjour Stéphane, bonjour Kevin. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce meeting aérien digital. D'ici quelques instants, ce que vous attendez tous, les ambassadeurs de l'armée de l'air. Pour vous aujourd'hui, le Rafale Solo Display, l'équipe parachutiste de présentation et de compétition de l'armée de l'air, l'équipe de voltige de l'armée de l'air et la patrouille de France. Restez bien avec nous, car juste après leur présentation, ils répondront à vos questions. Je vous souhaite un excellent meeting. À tout de suite. Laissez-moi maintenant vous parler de Bleu Ciel Air Show, une société créée par Laurent et Véronique Cahuzac en 2006, société spécialisée dans l'organisation d'événements aériens, société associée à la Fédération française aéronautique. Bleu Ciel Air Show, c'est 140 événements, 9000 démonstrations aériennes et plus de 10 millions de spectateurs. Les plus grands shows aériens de France, le Free Flight World Master de Sainte-Maxime, le meeting des championnats de voltige à Châteauroux, le meeting de France à Dijon ou encore le French Flyer de Deauville. Bleu Ciel Air Show, créateur d'émotions aériennes. Marie, nous allons débuter avec toi pour cette première démonstration en vol avec l'un des fleurons de notre aviation militaire. Pour moi, le plus bel avion du monde, le Rafale. Et oui Stéphane, mesdames et messieurs, d'ici quelques instants, la technologie a rendez-vous avec le savoir-faire. D'ici quelques instants, le Rafale Solo Display. Le savoir-faire, c'est celui des hommes et des femmes de l'armée de l'air qui sont formés, spécialisés et professionnels, à l'image du présentateur du Rafale. La technologie, c'est une machine polyvalente, efficace, totalement adaptée aux menaces actuelles. Le Rafale, son présentateur et toute l'équipe du Rafale Solo Display nous emmènent en vol. Ils nous emmènent en meeting aérien. Mais ils nous emmènent avant tout en opération extérieure. Ils nous emmènent au cœur des missions de l'armée de l'air. L'armée de l'air a pour mission de protéger, dissuader et intervenir. Le Rafale constitue l'un des piliers qui offre la capacité de faire face. Comme l'a rappelé Madame Florence Parly, ministre des Armées, le Rafale est l'outil par excellence de la supériorité aérienne. Pendant que vous travaillez, l'armée de l'air vous protège. Pendant que vous dormez, elle veille. Pendant vos vacances, elle assure 3 permanences. Même si vous ne la voyez pas toujours, l'armée de l'air est omniprésente. Dissuasion nucléaire,
opérations extérieures, police du ciel, 365 jours par an, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l'armée de l'air est engagée avec dévouement et détermination pour votre protection. Mais les conflits changent, la technologie et le savoir-faire doivent se renouveler sans cesse. Aujourd'hui, au standard F3R, ce Rafale possède un fort potentiel d'évolution. Les aviateurs, eux, sont agiles, capables de s'adapter en permanence. Face aux menaces à l'horizon 2040, l'armée de l'air participe à une organisation en système de systèmes dans le cadre de combats collaboratifs connectés. C'est le système de combat aérien futur, le SCAF. Le Rafale et les aviateurs en seront des membres à part entière. L'armée de l'air est déjà connectée à demain. Bonjour mon capitaine, vous êtes le nouveau présentateur du Rafale Solo Display. Pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes préparé pour endosser cette mission ? J'ai un coach qui m'entraîne physiquement donc pour relever ce défi au mieux. Ce challenge est également technique. Donc pour préparer cette présentation, je vais partir d'un papier blanc initialement. Je vais dessiner mon ruban que je vais ensuite reproduire en vol tout au long de la saison. Babouk sera là pour me conseiller et me donner des aspects techniques, esthétiques pour améliorer ce ruban. Ensuite, il y a une phase de simulateur où je vais essayer ce ruban, voir un petit peu au niveau performance, au niveau énergie et vitesse si ce ruban est bon. Puis nous passons à la phase vol qui est toujours coachée par Babouk au sol, à la radio, pour vérifier que tout ce que j'effectue est bien. Donc l'entraînement est très rigoureux, c'est beaucoup de répétitions. Après cette superbe prestation du Rafale Solo Display, nous allons continuer avec une équipe de France spectaculaire, celle des parachutistes de présentation et de compétition de l'armée de l'air. Marie, nous allons voir des images exceptionnelles dans quelques secondes. Est-ce que tu peux nous expliquer tout, absolument tout, s'il te plaît ? En effet, Stéphane, avis aux adeptes d'adrénaline, vous avez rendez-vous avec le dynamisme, la rigueur et la précision de l'équipe parachutiste de présentation et compétition de l'armée de l'air. Des images embarquées exceptionnelles puisque grâce à elles, vous assistez au tout premier saut de l'équipe parachutiste depuis la 400M au-dessus du Salon du Bourget. Vous pouvez déjà constater que les parachutistes subissent une forte accélération à la sortie de la 400M. L'avion vole à environ 260 km/h, ce qui crée une forte dépression à l'arrière. Pilier de la capacité de projection de l'armée de l'air, la 400M permet de projeter plus vite et plus loin. Les parachutistes se sont rassemblés et pratiquent une discipline exigeante, le voile contact. Chaque parachutiste est relié à sa voile par des cordelettes et les parachutistes sont reliés entre eux par des équipements radio Bluetooth. Le chef d'équipe pilote la figure et les orientations. Il attend les comptes rendus de ses équipiers pour constituer la figure. Alors tout s'est enchaîné très vite sur la vidéo, mais un saut demande bien évidemment de la préparation. J'imagine que vous connaissez la musique de la Patrouille de France. Eh bien les parachutistes ont eux aussi leur routine. Répétition, échauffement, préparation matérielle et mentale, rien n'est laissé au hasard. Ces femmes et ces hommes possèdent un savoir-faire très pointu pour effectuer leur mission. Sachez que l'armée de l'air est implantée sur 20 bases en métropole et qu'au sein de chaque base se trouve une section de parachutisme sportif. Les membres de l'armée de l'air peuvent participer à des stages et pratiquer la discipline. La figure opale que vous observez, eh bien sachez qu'elle peut faire jusqu'à 70 mètres de haut. Les parachutistes qui composent cette équipe sont issus de 11 bases et représentent 8 spécialités différentes. Parmi eux, il y a des fusiliers commandos, mais aussi des logisticiens, des mécaniciens, des pompiers. Autrement dit, ils sont fiers de représenter l'un des 50 métiers de l'armée de l'air à travers leur passion commune pour le parachutisme. À ce titre, n'hésitez pas à vous rendre sur Facebook, ambassadeur parachutiste de l'armée de l'air, pour retrouver la présentation des 18 membres de l'équipe. Ils ont minimum 500 sauts et jusqu'à 3600 sauts chacun. Certains sont également champions de France.
Cette équipe nous présente aujourd'hui le volet sportif, mais il existe bien évidemment les unités de parachutisme opérationnel, l'un des modes d'insertion en opération. Le parachutisme militaire fête d'ailleurs cette année ses 85 ans. Les commandos parachutistes de l'air, vous les connaissez peut-être, le CPA 10 qui fait partie des forces spéciales, le CPA 20 et le CPA 30. Nous terminons ces images avec une autre discipline sportive, la précision d'atterrissage qui consiste à se poser sur une zone de 2 cm. Vous imaginez ? Bonjour mon colonel, nous avons découvert ou redécouvert l'équipe parachutiste. Pouvez-vous nous parler de la mission exacte de l'équipe parachutiste de présentation et de compétition de l'armée de l'air ? Donc la mission des ambassadeurs parachutistes de l'armée de l'air est de rayonner et de recruter au profit de l'armée de l'air. À ce titre, nous sommes engagés par notre armée sur des manifestations aériennes dans lesquelles nous présentons des spectacles de parachutisme. Évidemment, l'objectif est de faire connaître notre armée et la discipline du parachutisme. Pourquoi ? Parce que dans l'armée de l'air, nous disposons de sections air de parachutisme sportif. Donc tout aviateur peut pratiquer le parachutisme sportif. Et pour certains, ce parachutisme devient leur métier, puisqu'ils sont en général commandos parachutistes et accèdent à des qualifications militaires et sont engagés en parachutiste. Un saut en parachute, j'adore. J'ai déjà fait, moi j'ai fait de la chute libre à 4000 mètres. Je le conseille à tout le monde. Ce sont les plus belles sensations du monde. Franchement, si vous avez des soucis quand vous êtes à 4000 mètres prêt à sauter, vous n'avez plus aucun problème et vous êtes léger comme l'air. Si vous avez l'occasion un jour d'essayer de sauter en parachute, faites-le, c'est juste génial. Mais pour que des parachutistes puissent sauter les avions, il faut bien sûr des pilotes d'avions. Et je reçois Jean-Luc Charon, le président de la Fédération Française Aéronautique, partenaire de ce premier meeting aérien digital by Bleu Ciel Air Show. Alors Jean-Luc, bienvenue. Il y a plus de 600 aéroclubs en France. Cela veut-il dire que l'on peut apprendre facilement à piloter un avion léger en France ? Oui, on peut apprendre à voler dans un aéroclub près de chez vous. Tous nos 600 aéroclubs sont autant d'écoles de pilotage qui vous ouvrent les bras pour que vous appreniez à piloter. Et c'est géographiquement accessible parce qu'il y a un aéroclub près de chez vous, c'est financièrement accessible, vous pouvez étaler ça sur plusieurs mois et c'est une activité de passionné, et c'est intellectuellement accessible, il n'y a pas besoin d'avoir fait une classe préparatoire, il faut savoir compter et soustraire, voilà. Donc venez voler avec nous, vous comprendrez pourquoi les oiseaux chantent. Jean-Luc, les championnats de voltige aérienne et le meeting aérien de clôture à Châteauroux en 2019 ont attiré plus de 120 000 personnes, c'est juste énorme. Cela veut-il dire que l'aéronautique et les meetings aériens ont de beaux jours devant eux ? Oui, les meetings aériens sont un élément essentiel du paysage aéronautique, culturel et historique de la France. On a toujours attiré de très très nombreux publics en France sur les meetings aériens. Les meetings aériens, bien évidemment, doivent évoluer. Il faut se tourner vers quelque chose de plus en plus populaire. C'est ce que nous avons fait avec Bleu Ciel Air Show depuis de nombreuses années et le succès que nous avons rencontré sur 2 championnats du monde successifs à Châteauroux le montre. Il faut avoir des activités aériennes compréhensibles pour tout le monde et il faut avoir des activités au sol, accessibles aux passionnés d'aéronautique, mais à ceux qui le sont moins, de manière à ce qu'ils supportent que les passionnés d'aéronautique restent longtemps sur la plateforme. Les meetings aériens ont-ils de beaux jours devant eux? Oui, avec le bon opérateur. Merci Jean-Luc. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez maintenant pour ce premier meeting aérien digital by Bleu Ciel Air Show avec l'armée de l'air et la Fédération Française Aéronautique. On va continuer maintenant le show et désormais avec une patrouille de 2 avions civils. Ce sont The Acrobats. Pour commenter cette patrouille, je suis en compagnie de Kevin, évidemment. Alors bonjour mon grand Kevin, peux-tu nous parler de ces 2 pilotes et bien sûr de ces 2 avions? Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Nous allons voir la première patrouille de ce meeting aérien digital by Bleu Ciel Air Show. Il s'agit de la patrouille The Acrobats. Cette patrouille est unique. Elle est composée de 2 avions totalement différents. Le premier est un biplan, il s'agit d'un Pitts, et le deuxième est un Extra 260. La plupart des images que vous voyez sont prises depuis le cockpit de l'Extra 260, piloté par Eddy Dussault. Eddy Dussault qui est un très grand champion de voltige. Il a plus de 10 000 heures de vol, pilote de Beluga, et il a été notamment champion du monde par équipe Limited. Le Pitts, quant à lui, est piloté par Franck Soubrane. Francky, c'est son surnom, a plus de 16 000 heures de vol à son compteur et il est pilote de ligne. Il a également fait partie des équipes de France de voltige dans les années 2000 à 2006 et a remporté plusieurs titres internationaux. Ces 2 avions ont des performances totalement différentes et c'est là la difficulté de cette patrouille.
Le Pitts a un moteur de 260 chevaux à une vitesse maximale de 340 km/h. Il a effectué son premier vol en 1944 et a dominé la voltige aérienne dans les années 60 à 70. L'Extra 260, quant à lui, a été l'un des premiers avions équipés d'une aile carbone, ce qui lui donne un taux de roulis de plus de 360 degrés par seconde, plus d'un tour complet sur lui-même en moins d'une seconde. Son moteur est de 315 chevaux et sa vitesse maximale est de 405 km/h. Voilà Stéphane pour cette première patrouille, c'était la patrouille The Acrobats, c'est à toi. Merci mon Kevin, on va rester avec toi, parce que là on va découvrir maintenant le tigre de l'aviation légère de l'armée de terre. Kevin, il faut que tu nous expliques un petit peu d'abord ce qu'est la LAT, l'aviation légère de l'armée de terre, et puis ensuite présente-nous ce tigre qui est absolument magnifique. Stéphane, cet hélicoptère est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de sa génération. Le Tigre est un hélicoptère d'attaque franco-allemand qui a été développé et construit par Airbus Hélicoptère. Il a effectué son premier vol en 2005. Cet hélicoptère peut être utilisé en version anti-char, en version d'appui de protection, d'appui destruction ou même de reconnaissance. Celui que nous voyons évoluer sous nos yeux fait partie de l'aviation légère de l'armée de terre, la LAT. Ces hélicoptères ont été régulièrement engagés dans les différents conflits de ces dernières années. La LAT possède plus d'une soixantaine d'hélicoptères Tigre en version HAD, c'est-à-dire en version d'appui destruction. La plupart de ces hélicoptères Tigre sont basés à Phalsbourg et à Pau, respectivement dans le 1er et le 5e RHC, RHC qui veut dire Régiment d'hélicoptères de combat. Bien sûr, cet hélicoptère est un hélicoptère de combat, il est donc équipé de paniers pour installer des roquettes. Il a également un canon sur la partie avant, vous pouvez le voir. Il a également des capacités de vol totalement exceptionnelles puisque c'est l'un des seuls hélicoptères à pouvoir passer sur le dos. Cet hélicoptère se pose désormais et va rejoindre son parking. C'est terminé pour cette démonstration. Stéphane, c'est à toi. Kevin, on reste avec toi, on ne te quitte plus d'ailleurs, parce que après le Tigre, la LAT possède également un autre hélicoptère assez impressionnant. C'est le NH90, mais qu'est-ce que c'est ? Après l'hélicoptère Tigre, voici maintenant le NH90, dit Caïman, de l'aviation légère de l'armée de terre. Le NH90 est produit par NH Industries, qui est une co-entreprise européenne qui comprend Airbus Hélicoptère, AgustaWestland ainsi que Fokker Technologies. Le Caïman a effectué son premier vol en décembre 1995. Actuellement, il y en a plus de 400 en service dans le monde. L'aviation légère de l'armée de terre a reçu son premier Caïman en décembre 2011. Cet hélicoptère est doté de 2 turbomoteurs d'une puissance de 2300 chevaux chacun. Sa masse maximale au décollage dépasse aisément les 10 tonnes et sa vitesse maximale est de 300 km/h. Le NH90 que vous voyez à l'écran est une version TTH pour Tactical Transport Helicopter. Cette version est destinée essentiellement au transport de troupes. Il peut accueillir jusqu'à 20 soldats. Cet hélicoptère peut être utilisé pour des missions supplémentaires telles que le largage de parachutistes, le transport de VIP ou également le transport de groupes d'opérations spéciales. Le NH90, tout comme le Tigre, sont engagés sur l'opération Barkhane depuis août 2014. Voilà, c'est la fin de cette démonstration du Caïman NH90. Stéphane, c'est à toi.
Merci à nos amis de la LATS pour cette magnifique présentation. Maintenant, Kevin, nous allons voir une présentation d'un des meilleurs pilotes de voltige du monde dans son superbe extra aux couleurs d'Hamilton. Je veux bien évidemment parler de Nicolas Ivanov. Et oui Stéphane, Nicolas Ivanov à bord d'une Formule 1 des airs tout simplement, l'Extra 330 LX que l'on voit ici au décollage. L'Extra 330 est l'avion le plus répandu actuellement dans les compétitions de voltige internationales. Celui de Nicolas Ivanov est une version biplace, le 330 LX. Il existe également une version monoplace, le 330 SC, que vous verrez dans quelques minutes lors de les démonstrations de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. On peut voir sur la partie arrière des ailes ce qu'on appelle les ailerons. Ce sont des surfaces mobiles qui vont permettre à l'avion de tourner. Si le pilote souhaite tourner à gauche, il va mettre le manche de son avion vers la gauche et l'aileron gauche va se lever et l'aileron droit se baisser. De cette manière, la portance sur l'aile gauche sera moins importante que sur l'aile droite et cela va tout simplement créer le virage. Comme vous pouvez le constater, la surface des ailerons est beaucoup plus grande que sur d'autres types d'avions. Cela va donner une agilité extrême sur l'axe de roulis avec des taux de plus de 400 degrés par seconde. Nicolas Ivanov, on ne le présente plus dans le milieu de la voltige. Il a commencé dans les années 1990 et déjà en 1997, il était membre de l'équipe de France de voltige. Plus récemment, il a participé à de nombreuses courses de la mythique Red Bull Air Race. Apprécions la fin de cette démonstration en musique et vous allez voir, ça tourne vite, très vite, c'est vraiment impressionnant. Et voilà, c'était The Quick Corsican, c'est le surnom de Nicolas Ivanov à bord de son bel Extra 330 aux couleurs d'Hamilton, avec une démonstration, n'est-ce pas Stéphane, totalement impressionnante. Ah, c'est vraiment très impressionnant, hein, Kevin. On vient de voir la Formule 1 des airs avec Nico Ivanov et son bel avion Hamilton, mais le pilote suivant aussi est un grand champion. Présente-le nous, Kevin. Stéphane, on va parler là de Monsieur Louis Vanel, le champion du monde en titre de voltige aérienne. À bord de son bel Extra 330 SC aux couleurs Black Wolf, on va voir Louis en train de se préparer psychologiquement, physiquement pour sa démonstration en vol. Là, il est en train de faire ce qu'on appelle la musique. Il répète tout simplement les figures qu'il va devoir présenter devant le jury. Louis, c'est tout simplement un extraterrestre. En 2019 à Châteauroux, c'était le plus jeune pilote engagé sur les championnats du monde. Et tenez-vous bien, il a réussi à détrôner les plus grands champions internationaux. Louis a débuté l'aviation assez jeune. Il a passé déjà le brevet d'initiation aéronautique au sein de son établissement scolaire. Le BIA, comme on l'appelle, est un diplôme décerné par l'Éducation nationale après avoir suivi un cursus théorique que tout le monde peut passer au sein des établissements scolaires de l'Éducation nationale. Lorsque l'on fait de la voltige aérienne, il faut être dans une condition physique exceptionnelle. Effectivement, les différentes figures que l'on fait font que le corps humain va encaisser ce qu'on appelle des G, des accélérations. Et vous allez voir ici que les accélérations provoquent sur le visage de Louis une déformation qui est due justement à cette force. Voilà, c'était Louis Vanel dans ses œuvres. Louis Vanel, notre champion du monde 2019. À toi Stéphane. Après ces Formule 1 des airs, nous allons découvrir maintenant une présentation magique, celle d'un planeur sans bruit. Ces appareils sont capables de faire de la haute voltige. Une démonstration, c'est toujours un vrai moment de grâce. Regardez, écoutez, rêvez. Ah oui Stéphane, c'est toujours un très grand moment que de vivre la démonstration voltige d'un planeur. Ici, nous allons voir le planeur Pilatus B4 piloté par Denis Hartmann. Comme on peut le voir à l'écran, ce planeur est en train d'être remorqué par un avion léger. Il va monter aux alentours de 1200 mètres d'altitude.
Le vol remorqué dure à peu près une dizaine de minutes pour monter à cette altitude de 1200 mètres et regardez, top largage. Il va pouvoir maintenant débuter ses figures de voltige qui vont être réalisées dans l'intégralité du domaine de vol du planeur. Ce planeur a des performances extraordinaires. Il peut subir des facteurs de charge de plus 7G jusqu'à moins 5G. Il a une finesse de 35. 35, ça veut dire que s'il perd 1 km d'altitude, il peut planer sur une distance horizontale de 35 km. Denis Hartmann est un passionné d'aéronautique. Avec plus de 3000 heures de vol de planeur à son actif, il a participé également à de nombreux championnats internationaux. Apprécions en musique la fin de cette démonstration magnifique de ce planeur Pilatus B4. Imposé tout en douceur. Merci à Denis pour cette magnifique présentation. Et Stéphane, c'est à toi. Merci mon Kevin. On va retrouver Marie dans quelques secondes qui va nous présenter l'équipe de voltige de l'armée de l'air et leur très célèbre avion, l'Extra 330 SC. Mais avant Marie, j'ai une toute petite question. Dis-moi Marie, l'équipe de voltige de l'armée de l'air, on dit que c'est l'une des meilleures équipes de voltige du monde. Dis-moi, c'est pas la meilleure du monde ? Eh bien Stéphane, nous allons en tout cas à la rencontre d'une équipe qui ne cesse de nous impressionner. Nous nous retrouvons cette fois-ci sur l'un des sites mythiques de l'armée de l'air, la fameuse base 701 de Salon de Provence. Il était une fois celle que l'on surnomme la petite sœur de la patrouille de France. Une cadette qui ne démérite pas, l'équipe est quadruple championne du monde. Mesdames et messieurs, l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Nous allons donc parler adrénaline, compétition, passion et dépassement de soi. Les harnais sont sanglés. C'est parti. Alors on pourrait se demander pourquoi on pratique la voltige aérienne au sein de l'armée de l'air. Eh bien sachez que cette discipline est extrêmement importante pour la formation des pilotes et leur évolution en toute sécurité. Pour en savoir plus, le capitaine Orlovski que vous venez d'apercevoir répondra à cette question que vous vous posez à la fin du meeting. Les ambassadeurs de l'EVA, de l'équipe de voltige donc, reflètent ce savoir-faire. L'équipe repousse toujours plus loin les limites de cette maîtrise en participant à de nombreuses compétitions de haut niveau, en France, en Europe et même dans le monde entier. Comme toute discipline aéronautique, le travail de la voltige aérienne commence au sol. Pour préparer le programme des évolutions, les pilotes utilisent celui que l'on appelle la Bible, le catalogue ARESTI. L'aérocryptographie ARESTI est une codification des figures de voltige, c'est-à-dire que l'on écrit les figures avec des traits, des points, des flèches qui permettent de la concrétiser sur un papier avant de l'effectuer en vol. Le catalogue ARESTI répertorie donc toutes les figures de voltige aérienne conventionnelles existantes. Mais le programme n'est pas la seule chose à anticiper. La préparation du pilote est essentielle. Certains pilotes aiment comparer la voltige à un art martial. Elle nécessite un équilibre certain entre le physique et le mental pour performer. À la différence des compétiteurs civils, les pilotes de l'armée de l'air sont entourés d'une équipe dédiée. Si le voltigeur est seul à bord, les 17 membres de l'équipe sont là pour le soutenir. Photographes, agents d'opération, ainsi que les mécaniciens qui préparent et entretiennent cette machine de pointe, l'Extra 330 SC. Moteur Lycoming de 330 chevaux, aile en carbone, l'avion de voltige dispose entre autres d'une caractéristique spécifique. Un triangle de voltige que vous apercevez en bout d'aile. Cet instrument permet au pilote d'augmenter la précision de ses trajectoires. Si le pilote maintient par exemple la barre verticale sur l'horizon, il assure une trajectoire montante parfaite.
Les pilotes de l'équipe de voltige de l'armée de l'air s'entraînent donc au cours de toute la période hivernale, mais également en participant à des stages organisés par la Fédération française aéronautique. Ils ont tous des parcours différents, mais une volonté commune. Travail, rigueur, précision et agilité leur permettent d'atteindre un niveau de maîtrise technique reconnu. Comme toute mission de l'armée de l'air, chaque vol implique un débriefing. Objectif, toujours s'améliorer et rester au plus haut niveau, en toute sécurité. Mon capitaine, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi on pratique la voltige aérienne au sein de l'armée de l'air ? C'est une très bonne question. La voltige, en réalité, ça correspond vraiment à la façon dont on va pouvoir utiliser son avion dans la troisième dimension. Et donc c'est vraiment important d'apprendre ce genre d'exercice. Pourquoi en fait on pratique la voltige dès le début, en école de formation. Les élèves pilotes apprennent les figures de base de voltige, vraiment pour apprendre à utiliser l'appareil dans toutes les positions possibles, et donc l'utilisation de la troisième dimension. Après, ici à l'équipe de voltige, nous on le pousse à, on va dire, une dimension un peu plus sportive et artistique, parce que de par notre mission, on participe au rayonnement de l'armée de l'air, donc que ce soit en meeting aérien, en faisant des démonstrations de freestyle, mais également dans les compétitions, parce que la voltige aérienne est aussi un sport. Merci au capitaine Orlovski et bravo à l'EVA. L'armée de l'air, c'est aussi l'entraide grâce à la FOSA, la Fondation des œuvres sociales de l'air. Bonjour, je suis le général Michel Fritsch, directeur des meetings pour la Fondation des œuvres sociales de l'air. La FOSA, c'est plus de 80 ans d'entraide pour le personnel et les familles de l'armée de l'air, de la direction de l'aviation civile et de Météo France. La Fondation ne vit que grâce aux dons et aux ressources dégagées lors des meetings de l'air. Or, l'annulation du meeting qui était prévu sur la base aérienne de Cognac cette année nous prive de ressources importantes. Alors, merci à Bleu Ciel Air Chaud et à l'armée de l'air pour l'organisation de ce meeting virtuel. Et vous aussi, soyez solidaires, faites un don à la FOSA. Merci à tous. En attendant de vous revoir bientôt sur des meetings, faites attention à vous et à vos proches. La FOSA, c'est une fondation qui a été créée presque au même moment que l'armée de l'air, puisqu'elle a été créée 2 ans après l'armée de l'air. Alors la Fondation des œuvres sociales de l'air, comme son nom l'indique, est une fondation, c'est-à-dire qu'elle ne comporte aucun associé et qu'elle vit de dons et de legs de la part des gens qui veulent participer à notre effort. La FOSA est là pour aider les aviateurs et leurs familles en cas de problème d'un aviateur dans une mission, un exercice ou même dans la vie civile. On est tous concernés par différents événements dans la vie. Les personnes que nous soutenons appartiennent à l'armée de l'air, à la DGAC et à Météo France. Nous soutenons les familles des ayants droit également, c'est-à-dire les conjoints et les enfants. À ce titre, nous aidons de façon continue 370 orphelins. Je vole solidaire. Avec la Patrouille de France, nous volons solidaire. Rendez-vous sur www.fosa.fr si vous aussi vous souhaitez être solidaire. Merci à l'armée de l'air, à l'aviation légère de l'armée de terre ainsi qu'à la Fédération française aéronautique pour leur participation à ce premier meeting aérien digital by Bleu Ciel Air Chaud. Mesdames et messieurs, dans quelques secondes, vous allez découvrir la plus belle patrouille du monde, notre patrouille à nous, et on est fiers qu'elle soit française, la patrouille de France. Mais je crois que son leader va nous dire quelques mots pour vous. Juste avant cette présentation, attention, tendez l'oreille, on écoute. Bonjour à tous. En cette période particulière, nous avons dû annuler notre première partie de saison. Néanmoins, au sortir des mesures de confinement, ici à Salon, nous avons repris notre entraînement de la série 2020, qu'on espère vous présenter sous peu. Alors pour les plus impatients, nous sommes très heureux de participer à ce meeting aérien virtuel organisé par le Bleu Ciel Air Chaud. Merci Laurent, merci Véronique pour votre engagement là-dedans. Alors c'est sûr qu'il vous manquera l'odeur de kérosène, mais on espère que les séquences qui vont suivre vont vous plaire. En tout cas, nous avons fait le meilleur de nous-mêmes pour vous donner les plus belles images de la patrouille. Pour les plus curieux, rendez-vous sur le site devenir-aviateur.fr pour en savoir un peu plus sur les carrières possibles dans l'armée de l'air. Amis passionnés, merci pour votre soutien et prenez soin de vous. Agilité. À tous, j'ai de 5, top. Transmission.
J'ai 2,5 toujours, en canard, top. Rigueur. J'augmente l'inclinaison. Cadence, cadence bien, cadence encore, cadence mieux, cadence mieux. Sens du service. Cohésion. Passion. Savoir-faire. La patrouille de France est l'un des emblèmes de la France et de l'armée de l'air. Si la mission vous semble paisible, ne vous y trompez pas. Les passages et les figures que vous verrez sont le résultat de centaines d'heures de préparation et d'entraînement. L'armée de l'air n'est pas une magicienne du talent. Elle est un coach vers l'excellence. Les pilotes que vous voyez ici ont tous été des enfants qui portaient un rêve. L'armée de l'air leur a donné les ailes pour le réaliser. Et cela fait 67 ans que ça dure. Aujourd'hui, nous allons parler de savoir-faire, de permanence, d'audace et d'engagement. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de cette grande dame. Si la patrouille de France fait rêver, il faut retenir une chose avant tout. Elle représente une mission ponctuelle pour les pilotes et les mécaniciens qui sont tous issus des unités de combat. Ils ont notamment œuvré en Afghanistan, au Mali, au Niger, au Tchad et en Irak. Au sein de la patrouille, tous les ans, un tiers des pilotes retournent dans les unités de combat, laissant la place à 3 nouveaux pilotes, cooptés par les anciens. Autant vous dire qu'à l'image de l'armée de l'air, la force de la patrouille de France réside dans sa perpétuelle capacité d'adaptation. Le leader est donc à la tête d'une équipe de 8 pilotes. Vous le savez sûrement, on les appelle les Athos. Leur nom reflète leur cohésion en lien avec la devise popularisée par les mousquetaires « Un pour tous et tous pour un ». Cela vous rappelle sûrement une autre devise, celle de l'armée de l'air, unie pour faire face. Tout au long de la démonstration, le leader dirige ses pilotes. C'est ce qu'on appelle la musique. Vous le savez sûrement, la musique est répétée avant chaque démonstration. C'est un moment incontournable de concentration et de cohésion au service de la performance. Je vous le disais au début de notre présentation, la patrouille de France a 67 ans d'existence. 67 ans d'histoire sans laquelle elle ne serait pas là aujourd'hui. C'est l'héritage. 67 ans et des centaines d'hommes et de femmes qui ont inlassablement construit ce ballet technique et artistique. C'est la transmission. 67 ans de précision pour vous offrir une démonstration impressionnante en toute sécurité. C'est la rigueur. 67 ans d'engagement pour la nation. C'est le sens du service. 67 ans de remise en question pour repousser les limites et représenter l'armée de l'air et la France au plus haut niveau. C'est l'excellence. Pour rester connecté avec son temps et garantir la supériorité aérienne, l'armée de l'air s'adapte en permanence et se remet en question. L'espace devient de nos jours un enjeu majeur de sécurité nationale. L'armée de l'air s'est vu confier le commandement de l'espace. Chaque année, la patrouille de France renouvelle sa démonstration. Et cette année, sachez qu'en avant-première, une figure viendra symboliser la responsabilité et l'engagement de l'armée de l'air avec ses nouvelles perspectives spatiales. Rien de grand dans le monde ne s'est accompli sans passion. L'armée de l'air nous le confirme chaque jour. Cette année encore, 3500 postes sont offerts aux jeunes passionnés par l'armée de l'air pour devenir aviateurs.
Si la patrouille de France reflète l'ensemble de nos actions, c'est un challenge continu que de se renouveler chaque année en maintenant un haut degré d'exigence. Viser l'excellence et tout mettre en œuvre pour l'atteindre. Ce challenge est relevé tous les ans par la patrouille de France. Ce challenge est relevé tous les ans par l'armée de l'air. C'est toujours quelque chose d'extraordinaire, on ne s'en lasse pas, c'est juste magnifique, on vous l'a dit. C'est la plus belle patrouille du monde et elle s'appelle la Patrouille de France. Alors, on va retrouver Marie qui est justement avec les pilotes de la Patrouille de France qui vont tout de suite répondre à quelques questions. Marie, c'est à toi. Mon capitaine, bonjour. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi l'armée de l'air pour devenir pilote ? Je ne connais pas un passionné d'aviation qui ne soit pas subjugué, qui ne lève pas les yeux au ciel lorsqu'il entend un avion de chasse. Moi, pour ma part, j'ai toujours rêvé de piloter ces machines. Alors, pourquoi l'armée de l'air ? La première chose, c'est que l'armée de l'air assure des missions permanentes. Elle est tous les jours au cœur de l'actualité. J'ai eu la chance dans ma carrière de pouvoir œuvrer pour la dissuasion nucléaire, pour la police du ciel, d'être engagé sur différents théâtres d'opération et être aux côtés de mes frères d'armes pour servir la France et les Français, c'est quelque chose qui est vraiment très enrichissant humainement. Deuxième chose, bien évidemment les avions. J'ai eu l'opportunité dans ma carrière de pouvoir faire de 2 avions différents, du Mirage 2000 puis du Rafale. J'ai donc vécu cette évolution technologique. Et je peux vous dire qu'apprendre à piloter, apprendre à gérer un système d'armes comme le Rafale, c'est quelque chose c'est quelque chose de vraiment exaltant. C'est pas fini parce qu'aux côtés de nos industriels français, cette machine fabuleuse ne cesse d'évoluer. Et voilà, je ne vous cache pas qu'après mon passage à la Patrouille de France, j'espère vraiment pouvoir remonter dans le cockpit d'un Rafale. Et enfin, troisièmement, et c'est peut-être le plus important, c'est la fraternité qui existe au sein de l'armée de l'air. L'échange d'informations, la transmission de connaissances, c'est quelque chose qui est très stimulant humainement. Le fait de se nourrir de l'expérience des autres, de nos anciens, pour forger sa propre expérience. C'est une méthode d'apprentissage qui est utilisée tous les jours dans les escadrons de combat de l'armée de l'air, dans les escadrons de l'armée de l'air et au sein de la Patrouille de France. Et c'est ce qui a vraiment rendu ma carrière extrêmement enrichissante. Pouvez-vous nous préciser exactement quelle est la mission de la Patrouille de France ? La mission de la Patrouille de France est une mission de rayonnement et de communication de l'armée de l'air au service de notre institution, plus généralement au service de l'État et bien évidemment au service de chaque Français. Elle est composée d'une soixantaine d'hommes et de femmes venant tous d'horizons différents et directement d'unités opérationnelles de l'armée de l'air, œuvrant chaque jour à la réalisation de celle-ci. C'est grâce à la diversité des hommes et des femmes qui la composent que la mission de la Patrouille de France peut créer un lien entre l'armée et la nation, chacun pouvant voir en la Patrouille de France quelque chose qui lui correspond, une idée, une valeur en laquelle s'appuyer, s'inspirer ou s'identifier et ainsi susciter des vocations, faire émerger des projets ou tout simplement faire rêver ou donner l'espoir. C'est une mission, contrairement à d'autres missions, c'est une mission visible, en soutien à tous les hommes et les femmes qui réalisent leur mission loin de leur famille, loin de nos frontières, loin de notre patrie. Et c'est une mission visible de l'armée de l'air, car elle montre que grâce à l'investissement, l'engagement, l'esprit de cohésion et d'équipe de chacun, les challenges les plus délicats peuvent être menés. Surtout en ces temps particuliers, elle montre la voie à la réussite collective, unissant les hommes et les femmes pour relever les plus grands défis. On peut se demander s'il est facile d'être pilote à la Patrouille de France puisque vous êtes pilote de chasse. Rien n'y est simple. Tout est une affaire d'exigence et de dépassement de soi. Pas simplement pour tenir notre place dans la formation A8, mais surtout pour représenter avec fidélité notre savoir-faire français dans le domaine militaire et aéronautique. Ce que je peux vous confier sur mon aventure à la Patrouille de France, à ce stade, serait qu'on apprend à s'y découvrir, en tant qu'homme, en tant que personne, bien sûr, en tant que pilote, vous vous en doutez, mais surtout en tant que membre d'une équipe. Face à ces difficultés et à ce défi, sachez que nous avons en nous, en tant que pilote de chasse, et grâce à l'expérience acquise en unité de combat au sein de l'armée de l'air, tous les clés de la réussite pour surmonter les difficultés du quotidien à la Patrouille de France. J'ai été ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci de votre présence. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram, #Patrouille de France, pour recueillir le vécu au cœur de l'équipe jour après jour. À très bientôt. Pouvez-vous nous dire à combien de mètres vous volez les uns des autres ? Alors on évolue en règle générale à 3 mètres les uns des autres. Il faut savoir que c'est un savoir-faire de l'armée de l'air et plus particulièrement
des pilotes de chasse que d'apprendre à voler de notre plus jeune âge en patrouille serrée, à quelques mètres les uns des autres. Ça nous sert à quoi? Notamment en vol en formation, bien notamment à franchir une couche nuageuse, ou ni plus ni moins fluidifier un trafic, que ce soit au départ ou à l'arrivée. Alors à la Patrouille de France, avec notre entraînement hivernal, à raison de 1 à 2 vols par jour, eh bien, on met en place cet outil que l'on a appris de notre plus jeune âge pour montrer une cohésion d'équipe, d'un vol que l'on effectue en règle générale à 8, en symbiose à 3 mètres les uns des autres. Tout ça en toute sécurité, puisque l'entraînement nous permet, l'entraînement qui est bien entendu rigoureux, eh bien d'évoluer sans aucun souci majeur et de montrer le savoir-faire de l'armée de l'air. Nous l'avons vu, votre mission est une mission ponctuelle au sein de la Patrouille de France. Pouvez-vous nous dire ce que vous garderez de votre expérience plus largement au sein de l'armée de l'air? Ce qui m'a frappé dans l'armée de l'air, c'est cette faculté à former des jeunes. Avec un simple bac général, vous pouvez suivre un cursus de formation de pilote de chasse, basé sur l'efficacité et la bienveillance. Rapidement, vous vous retrouvez leader avec des responsabilités en escadron de chasse sur des missions importantes au service des Français. Ce qui m'a frappé dans l'armée de l'air, c'est cette faculté de transmission transgénérationnelle de valeurs, d'efficacité, de rigueur, d'excellence au service de l'équipe. Merci mille fois à la Patrouille de France. Marie, on me dit que tu aurais un petit cadeau supplémentaire pour nos internautes. Il y a toujours un petit supplément, il y a toujours un petit cadeau en plus dans les meetings by Bleu Ciel Air Show. Marie, raconte-nous tout. À l'occasion de la fête de la musique, retour sur ce beau geste de remerciement de la part de la musique de l'air. Une interprétation de Flight to Neverland dédiée à ceux qui ont permis de continuer à vivre durant cette crise sans précédent. Merci Marie et merci Kevin. Nous arrivons au terme de ce premier meeting aérien digital by Bleu Ciel Air Show. Mais ne partez pas, dans quelques instants, vous allez découvrir le bonus. Il y a toujours un petit bonus avec Bleu Ciel Air Show. Ce sera l'interview des ambassadeurs de l'armée de l'air. Je tiens aussi à remercier bien sûr l'armée de l'air, la Fédération française aéronautique et l'aviation légère de l'armée de terre, ainsi que Bleu Ciel Air Show pour l'organisation de ce meeting aérien digital. Merci aussi à la société Pixel Commando pour la réalisation technique de cet événement. J'espère que vous avez passé un moment agréable avec ces superbes images vues depuis les cockpits. À très vite pour d'autres surprises. Bye, Bleu Ciel Air Show.
Mon capitaine, vous êtes devenu coach à votre tour du présentateur. Quels sont les aspects qui vous motivent dans votre nouveau rôle? Je pense qu'après 2 ans de présentateur, vous savez qu'on est tout seul en tant que présentateur pendant 2 ans, et après plus de 200 démos sur 2 ans, le corps est très fatigué. Donc il est temps de passer un petit peu la main, ça c'est le premier aspect. Moi, ce qui me fait plaisir particulièrement dans ce métier de coach, c'est de transmettre à Chus ma petite expérience de 2 ans, m'occuper de lui. Je suis un petit peu son papa, hein, si on peut dire, pendant 2 ans. Et ça me plaît vraiment. Donc ça, c'est le premier aspect. Sa sécurité, c'est quelque chose, c'est vraiment la chose qui me préoccupe le plus. Donc je serai au point central, je vais m'assurer qu'il respecte ses points clés, je vais m'assurer que tout se passe bien dans la zone pendant qu'il fait sa démonstration. Je vais également être en contact avec les organisateurs et les directeurs des vols de chaque meeting, donc ça c'est quelque chose aussi qui me motive. Je vais continuer d'être en contact avec le public, ça c'est quelque chose aussi qui m'a vraiment énormément plu pendant ces 2 années, mais ça ne s'arrête pas parce que je serai toujours avec Chus, à ses côtés, ou du moins derrière lui, et donc je serai toujours en contact avec le public. L'autre aspect qui me plaît énormément, c'est de diriger l'équipe technique. Vous savez que pendant 12 ans, il y a un pilote, il y a un coach, il y a aussi les mécaniciens qui sont ambassadeurs de l'armée de l'air. Ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler. De prendre cette direction de l'équipe, d'être toujours mêlé à eux, dans cette ambiance qui est vraiment exceptionnelle au Rafale Solo Display, qui est l'image de l'ambiance au sein des escadrons de chasse, les pilotes, les mécanos, et tout le personnel militaire qui grenouille autour de cette sphère aéronautique. C'est quelque chose qui me plaît véritablement. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Mon capitaine, on vous appelle également Chus puisque vous étiez auparavant moniteur de ski. Quelles sont les valeurs du sport que vous pouvez retrouver au sein même de votre métier? Alors c'est vrai que le ski est l'une de mes passions également. Je suis né à la montagne, mon surnom Chus vient justement du ski, et comme tout autre sport, nous allons retrouver dans le Rafale Solo Display des valeurs de performance, de dépassement de soi. Donc c'est un sport, nous considérons ça comme un sport qui demande beaucoup de préparation physique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une petite particularité que je retrouve particulièrement ici au Rafale Solo Display, que j'ai connu plus jeune au ski alpin, c'est la préparation mentale. Quand j'effectuais des courses de ski avant chaque compétition, nous reconnaissons le tracé, donc nous passons dans le tracé de slalom au ralenti pour reconnaître tous les dénivelés, les différentes courbes, etc. Et avant chaque départ, on se remémore toute la piste pour rentrer dans cette bulle de concentration et être prêt à agir. L'équipe du Rafale Solo Display est-elle dédiée aux meetings aériens? Le Rafale Solo Display, comme vous le savez, c'est une saison qui dure de mai à octobre, durant laquelle tous les week-ends, le pilote et le coach sont employés sur les meetings aériens. L'équipe de mécaniciens est composée d'une 40aine de personnels qui se partagent ces différents meetings. Donc ils ne sont pas forcément tout le temps avec nous sur les meetings aériens. En dehors de cette période de meeting, il y a une période d'entraînement qui va en général février à avril. Nous pilotes, toujours dédiés à l'escadron de transformation Rafale en tant qu'instructeur. Nous apprenons aux jeunes pilotes de Rafale à voler sur cet avion magnifique. Au-delà de ça, pour certains, les opérations extérieures peuvent toujours continuer, et donc on fait notre métier de militaire en plus de notre métier d'ambassadeur. Le Rafale que vous présentez ne cesse d'évoluer avec des standards différents, reflet de la modernité de l'armée de l'air. Pouvez-vous nous présenter les évolutions à venir? Alors en effet, cette machine qui est magnifique évolue constamment. Dans l'armée de l'air, nous l'utilisons depuis plus de 15 ans maintenant, et il n'a eu de cesse d'évoluer. Il évolue avec les nouveaux armements, bien sûr, qui sont mis en place sur cet avion, de nouveaux capteurs. À l'heure actuelle, nous sommes au standard F3R, qui permet l'emport du nouveau missile de longue portée Météor. Nous avons de nouveaux capteurs tels que le pod Talios et plein d'avancées technologies. L'avantage, c'est que pour le pilote, nous sommes toujours à la pointe. Nous avons une machine qui est compétitive par rapport à nos concurrents. Ça, c'est pour la partie soutien à l'export. Et pour le pilote en opération, ça lui permet d'avoir une machine qui a un armement très moderne, très performant, et ça lui permet d'effectuer la mission
dans les meilleures conditions avec un avion qui est toujours à la pointe. Faut-il être forcément pilote de chasse pour intégrer l'équipe de voltige? Pas nécessairement. L'équipe de voltige actuellement est composée de 6 pilotes et qui ont des cursus assez différents. Alors pour ma part, moi je suis issu effectivement du milieu de la chasse. Après ici on va retrouver des pilotes qui sont issus par exemple du transport, c'est le cas du capitaine Odon. Des pilotes qui ont fait les deux cursus, c'est-à-dire un peu de chasse et après du transport, c'est le cas par exemple du capitaine Laloué. Ou également des pilotes qui ont fait beaucoup de monitorat, qui étaient instructeurs en école. C'est le cas du capitaine Busque, des capitaines Denis ou Berneron. Et voilà, donc ça donne en fait un bon échantillon dans ce qu'on retrouve dans le métier des PN, et plus particulièrement pilotes, au sein de l'armée de l'air. Il n'y a pas forcément de prérequis. La voltige, comme j'expliquais, finalement tout le monde en fait, c'est-à-dire qu'en école de début, notamment à Cognac, eh bien, qu'on soit chasseur ou futur transporteur, eh bien, on va quand même faire de la voltige. N'importe quel pilote aura déjà eu l'occasion de se mettre un petit peu la tête à l'envers avec un avion. Quant aux autres membres de l'équipe, comment ont-ils fait pour vous rejoindre? C'est très simple, c'est de la même manière que pour moi. C'est sur prospection puis sélection. Donc on ne rentre pas directement dans l'armée de l'air pour faire l'équipe de voltige. Généralement les gens quand ils nous rejoignent ici, ils ont déjà un petit background professionnel, ils sont quasiment déjà en milieu de carrière. Donc en gros, comment ça se passe? Eh bien, dès qu'il y a un pilote qui part de l'équipe, on lance une prospection dans toutes les unités de l'armée de l'air, les gens y répondent. Il y a un premier tri qui est fait pour on va dire, sélectionner entre 5 et 10 candidats potentiellement. Et ensuite, ces gens-là vont venir faire une sélection qui va durer 15 jours, durant laquelle ils vont effectuer un certain nombre de vols. Donc on va avoir quand même un critère technique et ensuite on va aussi avoir un critère de sociabilité. Comme je l'expliquais, en fait c'est quand même un métier aussi de représentation. Le but c'est qu'on va voir comment les gens s'intègrent dans le groupe, aussi également comment ils pourront, on va dire, représenter au mieux l'armée de l'air. Et donc pour ça, il faut avoir quand même un certain caractère sociable. Et donc voilà, ensuite à l'issue, en fonction de tous ces critères, les personnes sont retenues et intègrent l'équipe. Le catalogue Aresti, nous l'avons vu, présente les différentes figures existantes et utilisées en voltige aérienne. Est-ce qu'il est possible que l'équipe de voltige de l'armée de l'air propose elle-même de nouvelles figures? Je vais dire oui et non. On a parlé donc effectivement du catalogue Aresti. Le catalogue Aresti, c'est vraiment la voltige de compétition, celle qu'on va pratiquer donc en tant que sport. Et là en fait on va être sur quelque chose d'assez strict, assez rigide. Finalement on peut le comparer à un kata de karaté ou je sais pas, de dressage en équitation, peut-être du patinage artistique. Il va y avoir vraiment tout un tas de figures, de trajectoires qui sont codifiées. Et là le but c'est de ne pas en sortir. C'est vraiment de réaliser la figure parfaitement, que ce soit la trajectoire, la rotation et ainsi de suite. Donc on va avoir quand même beaucoup de combinaisons possibles, je crois qu'il y en a plus de 3000, mais là en fait on n'est pas trop sur la créativité. Après c'est un catalogue qui peut évoluer chaque année, mais bon ça c'est pas du fait de l'EVA. En revanche, en parallèle, on va avoir ce qu'on appelle le freestyle, donc ça c'est ce qu'on va plutôt retrouver en meeting, et là on va vraiment utiliser toutes les capacités de manœuvre de l'avion, et aussi éventuellement la créativité du pilote. Là on va dire la seule limite c'est le domaine de vol et bien sûr les marges de sécurité qu'on va se mettre. Et dans ce genre d'exercice, on va pouvoir vraiment essayer d'aller trouver des nouvelles figures, nouvelles trajectoires. C'est là où on va voir vraiment l'avion faire des choses un petit peu communes pour un aéronef, les ruades, quand on voit l'avion passer un peu cul par-dessus tête ou faire de la marche arrière. Donc là-dedans, c'est quand même un peu plus libre. Maintenant, est-ce qu'on invente des nouvelles figures? Même dans ce domaine, dans le freestyle, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été défrichées depuis de nombreuses années. Maintenant, on n'est pas à l'abri de créer quelque chose, et notamment, en fait, souvent, c'est en combinant plusieurs mouvements existants, on va trouver une sortie différente. Donc là-dessus, effectivement, on peut arriver à trouver des fois des nouveaux enchaînements. Vous avez remporté de nombreuses distinctions au niveau français, européen, mais aussi à l'international. Qu'est-ce qui vous permet, selon vous, d'être aussi compétitif? Je pense que c'est comme dans beaucoup de métiers, de sports, où dès lors qu'on vise quelque chose d'assez haut, c'est déjà il faut être assidu dans le travail.
Maintenant aussi, c'est ce que j'expliquais, c'est que quand on arrive ici à l'équipe de voltige, on a déjà un background aéronautique, on a tous fait quand même une dizaine d'années en escadron. Donc même si effectivement c'est un petit peu différent de la mission qu'on fait actuellement, on engrange l'expérience et c'est surtout en fait c'est qu'on apprend une méthode de travail. Par exemple ici à Salon on a le CFAMI, donc c'est vraiment l'école de début pour les élèves et même si ils volent sur Cirrus, et ils vont apprendre une méthode de travail qu'ils vont pouvoir appliquer en fait, finalement ça va être la même chose qu'on va appliquer après sur un Mirage ou un Rafale, sauf que les choses vont aller beaucoup plus vite, on va forcément augmenter un petit peu la tâche de travail, mais les bonnes habitudes qu'on prend là, on les garde après pendant toute sa carrière. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'après on se rend compte qu'une fois qu'on a ces habitudes, dès qu'on les applique dans un domaine un tout petit peu différent, ça marche pas mal. Donc ça permet surtout d'être curieux, de travailler et puis ensuite d'être assez structuré sur sa manière de briefer, de débriefer les vols et pour ça, ça permet de progresser. Après bien sûr, il faut compter sur tout ce qui est autour, la structure. Ici à Salon, on bénéficie comme une structure assez exceptionnelle avec nos mécaniciens, une zone d'entraînement. Donc ça permet bien sûr de pouvoir pratiquer. Bien sûr nos machines, on a des avions qui ont maintenant une dizaine d'années mais qui sont très compétitifs, les Extra 330. Globalement, c'est des avions maintenant qui équipent 60 à 70% des pilotes au niveau international. Quand on a eu quasiment les premières machines et maintenant, on va dire, la plupart des pilotes de voltige volent sur ces avions. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur compromis sur la prise en main, on va dire la maintenance et l'utilisation. Donc déjà ça fait un bon cocktail. Ensuite pour la partie vraiment voltige pure, surtout en France, il y a un élément aussi à ne pas oublier, c'est la coopération qu'on a avec la Fédération Française Aéronautique. Au sein de l'EVA, on a des pilotes qui sont membres de l'équipe de France de voltige, donc qui dépend de la Fédération Française Aéro, FFA. Et donc dans ce cadre, on va aussi bénéficier de stages équipe de France encadrés par un entraîneur national qui est un ancien d'ailleurs de l'équipe de voltige chez Patrick Paris. Et donc quand on additionne les stages qu'on fait avec la Fédé, les stages qu'on peut faire à Salon, le travail, les machines et ainsi de suite, et le cadre de travail, forcément ça donne des bonnes conditions pour performer. De quelle façon le volet sportif de votre mission peut servir le volet opérationnel de vos métiers en unité de combat? Donc il faut savoir qu'au sein de l'armée de l'air, nous disposons d'unités parachutistes. Certaines d'entre elles disposent de chuteurs opérationnels. C'est le cas du commando parachutiste de l'air numéro 10 à Orléans et du commando parachutiste de l'air numéro 30 qui est stationné également sur cette base. Donc ils disposent de chuteurs opérationnels. Pour devenir chuteur opérationnel, il faut forcément commencer le parachutisme dans un club civil ou au sein d'une section air de parachutistes sportifs, de façon à acquérir les bases nécessaires à l'obtention des qualifications militaires. Donc le parachutisme sportif que l'on montre au sein des ambassadeurs parachutistes est absolument nécessaire pour devenir un jour un bon chuteur opérationnel. Nous avons vu que l'équipe de parachutistes est composée de membres de l'armée de l'air de toutes bases et toutes spécialités. Quels en sont les avantages au sein de l'équipe? En effet, notre équipe est constituée de 17 parachutistes démonstrateurs, de 3 coachs et un directeur, moi-même. Et ils sont officiers, sous-officiers, militaires du rang en provenance de la plupart des bases aériennes de l'armée de l'air et de toutes spécialités. Cette diversité nous donne une grande force dans notre mission de rayonnement et de recrutement, car dans le contact avec le public, nos parachutistes démonstrateurs vont pouvoir échanger sur leur spécialité, leur passion, faire découvrir le parachutisme et leur métier et tous les métiers de l'armée de l'air. Quelle est l'étape la plus délicate en discipline de voile contact? Eh bien déjà, je vais vous présenter ce qu'est le voile contact. Donc la discipline du voile contact est une discipline sous voile du parachutisme sportif qui consiste à sortir de l'avion à environ à une hauteur de 2000 mètres, d'ouvrir tout de suite son parachute et de faire des évolutions et venir se rapprocher de ses coéquipiers jusqu'à s'accrocher et réaliser des figures. Ces figures ensuite vont évoluer dans le ciel. C'est pour cette raison que nous avons choisi cette discipline qui est assez spectaculaire et visuelle pour le public. Néanmoins, elle est particulièrement exigeante parce qu'en général, un parachutiste qui ouvre son parachute, il aime bien être tout seul dans son coin de ciel. Et nous, à contrario, nous allons nous rapprocher les uns des autres jusqu'à venir nous accrocher. Donc cette discipline demande un fort engagement, beaucoup de discipline et de technicité. C'est un peu les valeurs que véhicule l'armée de l'air. L'équipe a effectué son premier saut à bord de l'A400M au Salon du Bourget 2019. Est-ce qu'il existe une procédure particulière pour le saut à bord de cet aéronef? Alors en effet, nous avons eu une chance inouïe de faire ce saut à partir de l'A400M Atlas, qui est un avion qui est en service depuis très peu de temps dans l'armée de l'air.
Pour les parachutistes, ça révolutionne beaucoup la façon dont on va être largué notamment. Puisque auparavant, à partir des avions de l'ancienne génération, la plupart du temps, pour du saut, en tout cas sportif, il fallait qu'il y ait un parachutiste qui passe la tête par la rampe ou par la porte pour observer le point de largage, puis être largué. Avec la 400M, c'est un travail au préalable qui est fait avec l'équipage. On définit un point de largage qui est rentré dans le système de l'avion. Et ensuite, en vol, à la hauteur voulue, eh bien, on va sauter à partir du moment où le système va nous donner l'autorisation de saut. Une lumière verte va s'allumer dans l'aéronef et à ce moment-là, les parachutistes vont sortir. Donc c'est vraiment un changement de philosophie dans l'utilisation du parachutisme à partir de cet avion. De la même façon, pour les chuteurs opérationnels, ils vont définir un point de largage pour accéder à leur zone d'opération. Et le vert impératif va leur être donné. Ils vont sortir en pleine nuit jusqu'à 4000 mètres pour réaliser leur mission. Donc en totale confiance avec le système et l'équipage. Cet avion, nous commençons à l'utiliser assez régulièrement pour les sauts des chuteurs opérationnels sur la base aérienne d'Orléans.